Eh bien, très chers passagers, mesdames, messieurs, chers agents de voyage, chers passagers du Ponant Yacht Club et les nouveaux également, qui sont toujours nombreux à se connecter à nos conférences, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons attendre quelques instants afin que vous puissiez vous connecter et faire vos petits réglages. Nous, c'est prêt, on est prêt, Jean-Louis, n'est-ce pas? Bonjour Jean-Louis. Bonjour Frédéric. Tout va bien? Tout va bien et il fait beau avec cette superbe pagode de Bali. Voilà. Magnifique. Il fait doux à Paris? Il est très doux à Paris. Bon printemps. D'accord, très bien. Bon, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, à tous nos passagers fidèles, aux futurs nouveaux passagers, aux agents de voyage. Je sais que vous êtes connectés partout dans le monde. Nous avons bien sûr des personnes qui sont connectées en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas, au Québec, Canada, un peu partout dans le monde. Donc, bienvenue. Et évidemment, cette conférence, comme toutes les 26 autres, sont à retrouver sur la chaîne Ponant YouTube en replay. Donc, vous pourrez toujours les revoir. Bien sûr, assurez-vous, s'il vous plaît, que le son de l'ordinateur est activé. Sinon, vous ne nous entendez pas. Vous pourrez poser vos questions pendant le webinaire, pendant la conférence. Mais, comme je le dis à chaque fois, moi, je vous conseille d'attendre la fin, parce que nous espérons, avec Jean-Louis, pouvoir répondre au maximum de vos questions justement sur la destination. Néanmoins, des membres de notre équipe réservation, notamment Ambre-Marie et Alex, sont là pour répondre à vos questions en direct sur la barre de chat, donc à la droite de votre écran. Et bon, si on ne répond pas tout de suite ou si elles sont déplacées, elles ne sont pas effacées, c'est juste qu'on va vous donner les informations que vous souhaitez en privé. En cas de problème de connexion pendant la conférence, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge reconnecter en haut de votre écran. Mais je vous rappelle encore une fois que cette conférence est enregistrée et donc vous pourrez la revoir en replay dans les prochains jours. Soyez attentifs aux informations que nous allons vous donner, Jean-Louis Jaurès et moi-même, car un quiz vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière pour 2 personnes. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'Asie du Sud-Est et du Japon, des terres aux 1000 traditions. À savoir quand même que c'est une conférence qui a été demandée par nos passagers. Donc, j'ai l'habitude de dire que nous lisons vos commentaires. Nous lisons vos commentaires en fin de croisière, notamment ce que vous écrivez lorsque vous êtes à bord. Et donc, cette destination a été demandée. Elle est très populaire, elle a beaucoup de succès. Donc c'est une destination où nous avons 2 voire 3 navires même sur place. Et donc c'est un plaisir pour moi en tout cas de faire ce type de destination. Soit on aime, soit il y en a qui ne sont pas du tout intéressés, mais moi je trouve cette destination absolument fascinante et même surprenante. Alors je vous le disais, nous avons un expert également de cette destination, pas que cette destination, parce que Jean-Louis a parcouru le monde, et je suis très honoré de faire cette présentation avec toi, Jean-Louis, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a travaillé bien avant Ponant déjà ensemble sur d'autres navires. Tu es aussi quelque part un peu mon mentor sur certains points aussi, donc je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté aussi dans le passé, et je te laisse te présenter. Avec grand plaisir, cher Frédéric, et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'océan Pacifique et un petit peu dans l'océan Indien pour cette découverte donc de quelques-uns des itinéraires proposés donc par la compagnie. Effectivement, j'ai passé une longue période de ma vie à bord des navires de croisière avec Ponant notamment, avec une vingtaine d'années avec Ponant, et puis d'autres compagnies célèbres de notre hexagone. Voilà, donc les destinations, on en connaît beaucoup, et puis on n'en connaît toujours pas assez, c'est évident, et donc je vous invite à découvrir celles-ci qui sont tout à fait fascinantes. Exactement. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc merci d'être là et d'avoir accepté de faire cette présentation avec nous.
Quant à moi, c'est vrai que, comme je le dis dans le texte, mes voyages en Asie du Sud-Est et au Japon ont de passionnant le fait qu'ils m'ont fait découvrir un autre monde, une autre culture. C'est surprenant et déroutant à la fois. C'est justement ce que j'ai aimé dans ces voyages, découvrir avec des nouveaux yeux, s'ouvrir à un monde nouveau, revenir en pensant différemment, avec la certitude qu'il y a encore tant de choses à découvrir et surtout à apprendre dans ces pays du soleil levant. Donc à toutes et à tous, konnichiwa, selamat sore ou selamat malam, c'est déjà le soir là-bas en Indonésie, ou sawadee-krap si vous êtes en Thaïlande en tous les cas. Et l'importance également quand on voyage justement de toujours connaître des petits mots de la destination. Ça ouvre les portes, ça ouvre le cœur des gens et c'est vrai que c'est toujours très utile. Alors, dans le sommaire d'aujourd'hui, donc sur 5 points, tout d'abord l'Asie, le continent aux diverses influences, les itinéraires, on va en aborder quelques-uns au cœur de l'Asie du Sud-Est et du Japon. Voyager à bord des navires ponants, comme je le disais au début, on a certaines personnes qui se connectent qui ne connaissent pas du tout le monde ponant. Donc, on aimerait bien également expliquer un petit peu les différences justement de cette compagnie. Une session de questions-réponses où vous aurez l'occasion donc de poser vos questions via la barre de chat qui est à la droite de votre écran. Et ensuite, on vous parlera du quiz pour une croisière surprise. Voilà donc pour le menu, le sommaire d'aujourd'hui. Alors, l'Asie, un continent aux diverses influences. Je te laisse, Jean-Louis, faire une petite introduction peut-être de ce continent asiatique. Oui, merci Frédéric. Et puis, découvrons un petit peu ce panorama. Nous sommes dans le Pacifique occidental et une partie de nos itinéraires se trouve dans l'océan Indien oriental. Et ce sont les îles de l'Indonésie qui font la frontière entre ces deux océans. Et ces îles, eh bien, sont regroupées en un archipel extrêmement riche et varié qui est celui de l'Indonésie, entre autres, avec plus de 17 à 18 000 îles, toutes différentes, dont certains sont très, je dirais, très importantes par rapport à la superficie, et puis une myriade de petites îles que l'on appelle souvent les petites îles de la Sonde, et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc ce sont des îles, pour la plupart, qui ont un point commun, elles sont toutes absolument volcaniques. Il y a un phénomène qui est bien connu dans ce secteur, dans cette partie du monde, eh bien, ce sont les effets de plaques tectoniques entre la plaque Pacifique, la plaque Eurasie, la plaque australienne, si je puis dire. Tout ceci se rencontre à ce niveau-là de l'Indonésie et de, disons, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, et ça crée bien sûr toute cette chaîne de volcans qui va former par la suite ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Donc c'est dire qu'il y a énormément de variétés de paysages et nous verrons quelques-uns de ces paysages un petit peu plus tard. Il y a également, de par le fait que ce sont des îles, eh bien nous avons des populations tout à fait variées qui sont peuplées petit à petit cet ensemble d'îles et c'est ce qui donne cette richesse à certains de ces itinéraires. Les sites naturels, toujours influencés par ces mouvements tectoniques, par la nature elle-même qui est en pleine évolution, en pleine progression. C'est absolument fantastique de voir cette évolution. Les sites que l'on peut voir aujourd'hui ne seront pas vus par nos enfants ou petits-enfants, non pas du fait du réchauffement climatique et autres catastrophes que l'on peut imaginer, mais simplement parce que la nature évolue et s'équilibre elle-même. C'est ça qui est tout à fait fascinant. Et ensuite, eh bien, on a l'influence, il faut bien le dire, d'un continent que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais qui est celui de la Chine plus particulièrement, et qui a étalé sa toile d'araignée, si je puis dire, dans tous ces secteurs, dans toutes ces îles, et on va les retrouver au fur et à mesure. Donc on verra aussi non seulement ces grandes îles, mais ces grandes villes, je veux dire, et ces grandes îles également, mais ce qui est arrivé très récemment, depuis une trentaine d'années,
eh bien, c'est cet éclatement des grandes cités comme Singapour, comme Kuala Lumpur, comme Taipei, etc., comme Busan ou les villes japonaises absolument remarquables d'architecture moderne. Exact. D'ailleurs, je pense que l'Indonésie, c'est le pays qui a le plus de volcans actifs, si je ne me trompe pas. À l'heure actuelle, en Indonésie, il y a au moins 150 volcans qui sont tous des stratovolcans qui sont liés à un phénomène sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qui est le phénomène de subduction de plaques tectoniques qui se rencontrent et qui donne cet effet de stratovolcan avec des cônes volcaniques très marqués, comme celui du Fujiyama, par exemple, ou celui du Semeru à Java, etc. Alors, on va découvrir donc ce continent asiatique, mais surtout vivre l'expérience Ponant. Et pour celles et ceux qui ne voient pas très bien en quoi justement, moi personnellement, je trouve que Ponant est très différent des autres compagnies, c'est justement dans l'élaboration des itinéraires d'exception pour une expérience unique, mais aussi avec le plan Explore to Inspire. L'idée, c'est d'explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. Et avec ce leitmotiv, on avance ces dernières années justement avec Ponant et avec son expérience justement, parce que j'ai toujours pensé également que Ponant est une compagnie qui ose. On reste pas dans notre zone de confort, dans des itinéraires classiques à cette période de l'année, etc. On va tester des choses et on va le faire également avec justement on va le concevoir l'itinéraire avec les locaux. Et ça, c'est une autre dimension de voyage également et quelque chose de très intéressant. Des itinéraires qui sont pensés pour proposer justement la meilleure expérience possible de la destination, et également beaucoup de nouveautés. Et on va vous parler de certains itinéraires inédits dans cette conférence. Les navires, évidemment, ce sont des navires absolument fantastiques puisqu'ils sont la taille des navires nous permet d'arriver au plus près des zones difficiles d'accès et donc aux zones les plus reculées du monde. Encore une fois, la taille des navires Ponant est très importante. À moins de 200 mètres de long, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Moins de 150 mètres de long, voilà, ça nous permet par exemple d'être en plein centre de Venise toujours. Donc, alors que les gros bateaux maintenant ne peuvent plus, ou ceux qui dépassent en tout cas une certaine taille. Donc, c'est un avantage. Les navires conçus pour l'exploration. Donc, on va aller loin des routes maritimes fréquentées. Et puis, c'est aussi une flotte des plus modernes du secteur de la croisière également. On connaît tous le commandant Charcot, qui est quand même unique dans son genre, mais également les Explorers ou les Sister Ships, évidemment le Ponant, notre voilier, je ne l'oublie pas non plus. Les experts à bord qui apportent également donc la sécurité, parce que ça c'est un thème, je pense que c'est le premier thème lorsqu'on est sur un navire, la sécurité, on l'oublie assez souvent, mais c'est vrai que des navires de petite taille assurent et l'expérience de l'équipage assure justement cette sécurité. J'en profite également pour parler de l'équipe médicale à bord avec un hôpital à la pointe de la technologie et également l'équipe médicale, médecins et infirmiers français qui sont à bord. Donc, dans l'équipe d'expédition, ils sont formés à la destination, ils transmettent leurs connaissances, leur savoir, une notion d'apprentissage, de partage également de l'information. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand vous quittez un navire Ponant, il n'y a plus aucune question sur la destination, que ce soit au niveau de l'histoire, des peuples, de la faune, de la flore. L'équipe est là justement pour répondre à toutes ces questions. On peut même partager un repas avec l'équipe d'expédition si vous le souhaitez. J'aurais peut-être dû commencer par ça, les engagements également environnementaux pour le respect des écosystèmes. Ponant, créé par des marins, ça a toujours été sa priorité. Et donc, c'est également pour ça que nous sommes sur la tête de liste des compagnies les plus respectueuses de l'environnement au monde. Et l'éco-conception commence déjà lors de la création, de la construction des navires. Donc, un impact minimal et transitoire avec des protocoles très stricts de débarquement, des études d'impact d'environnement et la formation des équipages également. Et encore une fois, je reviens sur ce point qui me paraît fondamental parce que je reviens il n'y a pas longtemps d'un voyage où justement c'est un itinéraire co-construit avec les personnes locales, avec les locaux. Justement, la co-construction des itinéraires avec les populations locales, les itinéraires sont pensés en concertation
avec ces autorités locales, ce qui apporte une dimension tout à fait différente également. Et bien sûr, à bord, des services haut de gamme pour un niveau de confort exceptionnel. On va en parler un petit peu plus tard lorsqu'on parlera des navires. Le confort du navire, combien de passagers nous disent « je dors mieux ici à bord que à la maison ». Et c'est important de bien dormir, on le sait. Et le service personnalisé et attentionné également. Et puis la gastronomie, c'est une compagnie française. On y attache beaucoup d'importance, on y mange très bien. Alors, ceci étant dit, donc on va passer sur la mosaïque justement de culture, parce que comme tu le disais Jean-Louis, il y a beaucoup de diversité au niveau des cultures, il n'y a pas que au niveau des buildings, je dirais, au niveau des édifices qu'on peut retrouver dans les grandes villes qui font une différence notoire avec ce qu'on peut retrouver dans un petit village. La différence entre deux escales peut être flagrante parfois, surprenante parfois, et je te laisse un petit peu parler là-dessus. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'uniformité aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans les siècles passés ou les millénaires passés. Et c'est pour cette raison que les populations sont aussi variées, et il reste encore un témoignage, un héritage donc de ces populations. Par exemple, sur cette image que nous voyons à l'écran, nous avons une représentation d'une célébration, une cérémonie du peuple Asmat en Papouasie occidentale, qui appartient à l'Indonésie d'ailleurs, et ce peuple Asmat est tout à fait particulier, tout à fait unique, et il y a d'autres populations uniques. Alors, quand on parle de ces cultures, il faut pas confondre non plus civilisation, culture, il faut rester très très prudent sur ces qualificatifs. On peut dire que, par exemple, en Chine, au Japon, Vietnam, on a des civilisations, ailleurs on aura plus des cultures, mais les traditions sont très fortes aussi. Et puisqu'on parlait un petit peu de gastronomie, c'est un petit peu pareil. Il y a des nuances à apporter. Il y a de la gastronomie. On peut dire par exemple que la Chine, avec la France bien sûr, est un des pays où il y a la plus grande variété de gastronomie et de goût également. Et le Japon est également dans cette catégorie. Après, lorsqu'on s'aventure dans des îles beaucoup plus reculées, avec des populations plus intimes, je dirais que la gastronomie est un petit peu moins savoureuse. On peut la goûter, c'est intéressant, mais il faut y aller avec modération, si je puis dire. Toujours est-il que ça fait partie de notre culture que de goûter la gastronomie des autres, et même si elle n'est pas toujours très savoureuse. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres avantages à découvrir ces îles, ces destinations insolites, comme tu les décrivais, car avec nos personnels d'expédition, nos naturalistes notamment, et nos chefs d'expédition, eh bien, on a l'avantage de mieux découvrir. Il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir un livre pour apprendre quelque chose. La nature et nos naturalistes sont déjà en eux-mêmes d'excellents professeurs et ils nous amènent vers le vif du sujet. Il y a en plus un autre avantage, eh bien, ce sont les zodiaques. Il n'y a pas que les débarquements en zodiaque, ça peut se faire bien sûr, on connaît ça dans certaines destinations, mais il y a aussi les randonnées en zodiaque. Le zodiaque est un moyen de transport maintenant qui est bien connu de tous nos passagers, et je sais combien ils apprécient tous ces balades, ces randonnées en zodiaque, mais ça fait partie de cette découverte, et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, alors, en ce qui concerne ces découvertes, et dans cette région qui nous intéresse du sud-est asiatique, il y a un phénomène qui est assez intéressant, parce que sur nos itinéraires, on touche aussi bien l'Indonésie que la Papouasie et voire même l'Australie. Et ce qui fait la grande richesse, et ce qui sera sans doute évoqué par vos naturalistes ou conférenciers à bord, eh bien, c'est par exemple pourquoi
il y a, par exemple, des rhinocéros à Java, et il n'y en a pas à Flores, ou il n'y en a pas en Papouasie. Les distances sont pas si énormes que ça, non. Il y a des phénomènes qui rentrent en ligne de compte, et notamment un phénomène qui est un petit peu oublié en France, mais qui est très présent encore à l'esprit en Grande-Bretagne, c'est le phénomène de la ligne Wallace. Il faut se souvenir à la ligne Wallace qui passe entre l'île de Lombok et l'île de Bali. C'est donc dans les petites îles de la Sonde. C'est une ligne qui casse carrément les deux habitats à l'ouest et au nord que on appelait ça Sunda, d'où le nom de Sonde, les îles de la Sonde ou les petites îles de la Sonde. Et puis au sud et à l'est, vous avez ce qu'on appelle Saoul, et qui est représenté aujourd'hui par la Mélanésie, par la Papouasie, par l'Australie, ces régions beaucoup plus au sud, où on a deux habitats complètement et deux cultures, deux terrains de culture tout à fait différents. Et c'est ce qui fait la grande variété de ces itinéraires. Et cette ligne, voilà, détermine un petit peu la limite liée à la grande glaciation, qui a joué un rôle très très important dans cette partie du monde où vous avez des populations qui marchaient, puisqu'on pouvait se déplacer à pied quasiment entre la Malaisie, le Sumatra, etc., et des zones où il fallait avoir des petits bateaux, des petits canoës, des embarcations en tout cas pour se déplacer. C'est ce qui fait cette richesse et cette diversité des populations autochtones que l'on va découvrir ensemble sur ces itinéraires. Alors, je vous précise également que toutes les activités d'expédition sont incluses. Donc, il y a juste la plongée sous-marine qui serait en supplément. Mais sinon, lorsque vous faites un voyage expédition, systématiquement, toutes les activités, les sorties en Zodiac, les randonnées pédestres, les randonnées palmées, les conférences à bord, tout ça est inclus. Juste la plongée sous-marine serait en supplément. Et j'en profite également pour vous rappeler que tout est inclus à bord au niveau des boissons, champagne, le vin, enfin tout quoi. Donc c'est pratique également. Alors là, vous reconnaissez peut-être le parc national de Komodo, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité et terrestre et marine également. Évidemment, célèbre pour les dragons, les gigantesques lézards de plus de 2 mètres. Vous êtes accompagné, hein, donc il y a des guides qui sont là pour votre sécurité, parce que c'est très impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant. Mais chaque itinéraire qui prend justement cet arrêt à Komodo, je pense que c'est un des points forts du voyage, parmi tant d'autres, parce que à chaque escale, il y a beaucoup de surprises et les escales sont très différentes, je trouve aussi, dans ce type d'itinéraire. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. On va parler également des peuples. Oui, effectivement, Frédéric, les peuples sont une telle mosaïque tout à fait différente. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle le peuple Moréré sur l'île de Flores, d'ailleurs, qui tire son nom de la période portugaise. On reviendra peut-être sur l'histoire tout à l'heure, parce que l'histoire est très riche dans toutes ces régions. Mais lorsque l'on voit ces charmants sourires et ces visages tout à fait joyeux, eh bien, on peut se poser la question, d'où viennent ces personnes? Elles ne ressemblent pas forcément au type traditionnel indonésien ou au type, si je puis dire, un peu un terme scientifique, austronésien, si je puis dire. Eh bien non, ici on a ce peuple Moméré qui est sur l'île de Flores, la partie orientale de l'île de Flores. Eh bien, en fait, ce sont des Mélanésiens. Mais les mélanges ont été très, très subtils. Et c'est pour ça que l'on va retrouver cette population Moméré, non seulement sur l'île de Flores, mais on va la retrouver aussi sur une île voisine, qui est un petit peu au sud de Flores, qui est celle de Timor. L'histoire a fait parler d'elle récemment. Et on retrouve ces populations plutôt mélanésiennes
qui sont du sud par rapport à la Lingala. C'est pour ça que la Lingala c'était importante. Et si vous allez de l'autre côté même de cette île de Flores, du côté de Sumbawa, à l'ouest de Flores, vous trouverez des populations tout à fait différentes, voire même au-delà sur Sumatra, encore plus différentes avec les Batak, les Sasak, etc., etc. Voilà, c'est pour ça que cette richesse est assez exceptionnelle, et l'Indonésie, qui s'étend sur une distance de plus de 5000 kilomètres, eh bien, forcément, jouit de cette richesse humaine absolument remarquable. Et de l'Indonésie, on part au Japon, donc ces fleurs de cerisier appelées sakura en japonais. Et je vous rappelle que cette floraison, c'est au printemps, donc mars-avril, donc bientôt. Et ça symbolise, sakura, ça symbolise la beauté éphémère et la nature transitoire de la vie dans la culture japonaise. D'ailleurs, le rose, la couleur, est associée au bonheur et à l'optimisme. C'est pour ça qu'on dit voir la vie en rose. C'est la joie, la créativité, la fraîcheur. Il y a une tradition qui s'appelle le hanami. C'est regarder les fleurs en japonais. C'est une tradition qui rassemble les gens autour d'un pique-nique, justement, sous les cerisiers en fleurs. Et ça me rappelle une expédition tropicale que j'ai pu faire où les naturalistes nous ont parlé de la sylvothérapie, où vous embrassez un arbre. Alors, ça paraît ridicule comme ça, mais je vous le conseille de faire un bain de forêt. Ça fait du bien. Voilà. Si on n'essaye pas, on ne sait pas, mais si on essaye, franchement, ça surprend parfois. L'instrument de musique également. Ouais, l'instrument de musique vient tout à fait à propos avec les fleurs, parce que dans la recherche, dans l'observation des fleurs, il y a aussi un trait très caractéristique de ces populations asiatiques, qu'elles soient vietnamiennes, chinoises, japonaises. C'est cette vénération de la nature et cette observation, ce lien très très intime entre les personnes et la nature. Et ce qu'il y a d'assez remarquable, eh bien, c'est d'avoir pu transcrire tout ceci en musique. On a retrouvé, notamment dans ces pays asiatiques, d'Extrême-Orient en tout cas, comme la Chine, le Japon, des instruments de musique très anciens, de plusieurs siècles, en tout cas de 15 à 20 siècles en arrière. Et parmi ces instruments, eh bien, on retrouve le kato ou le koto, un instrument à cordes de 13 cordes, hein, c'est un instrument des plus traditionnels, que ce soit pour les Japonais, que ce soit pour les Coréens, que ce soit pour les Chinois. C'est un instrument très, très, donc les cordes sont pincées, mais ce qu'il y a à travers tout simplement l'instrument, il y a aussi cette sensibilité asiatique qui recherche une certaine harmonie. Lorsque l'on écoute une musique asiatique, qu'elle soit chinoise, vietnamienne, japonaise, il y a forcément une recherche de clarté, de raffinement, de clarté de l'esprit, je dirais. Hein, c'est ça qui est le plus important. Et lorsque l'on se laisse passionner, lorsque l'on se laisse prendre par cette musique, eh bien, c'est un pur bonheur que d'assister à un petit concert. Même un concert de rue, c'est tout à fait remarquable. La musique fait partie du jeu. C'est vrai. Merci. Bon, on va également avoir quelques cartes pour voir un petit peu au niveau de la géographie. Mais avant toute chose, plus que des images, on va vous passer une vidéo. Et c'est un témoignage du chef d'expédition Rio. Et Rio Lichi, lui, il est japonais. Il est japonais, donc il parle anglais, c'est sous-titré, mais ça vous explique en images un petit peu ce qu'est l'expédition, en tout cas de la vidéo d'expédition au Japon. Je lance la vidéo. My name is Rio Ijichi, and I work as an expedition leader when I'm on board. I work as an expedition leader when I'm on board, and I also work on designing the expeditions in Japan. We have
the whole country is surrounded by sea. So we have everywhere accessible. Bon, on me dit que ça coupe, donc on va vous donner les liens pour pouvoir voir cette vidéo justement. Parce que si ça coupe, évidemment, c'est pas très agréable. Donc, on vous donnera le lien justement pour voir cette vidéo. C'est un bon témoignage justement du chef d'expédition qui a été repéré lui-même donc tous ses itinéraires, puisque je vous rappelle qu'il est japonais, ce chef d'expédition donc Ryo. Et une super personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et donc voilà, on va vous parler des itinéraires et je pense qu'on a même directement la carte. Et je propose que tu la commentes justement, Jean-Louis. Oui, tout à fait. D'abord parce que j'aime beaucoup les cartes et nos passagers aussi. Je sais, oui, effectivement. Et donc on reprend les itinéraires du sud, si je puis dire, dans cette partie de l'océan Pacifique, et on voit sur la partie gauche et du bas, nous avons l'océan Indien, une petite partie de l'océan Indien qui baigne les grandes îles de la Sonde et les petites îles de la Sonde en Indonésie. Donc, dans le grand cercle du bas, nous avons les destinations de ces croisières indonésienne. Il manque la Papouasie que l'on a légèrement sur la droite, sur l'est, disons, la partie occidentale de la Papouasie qui nous concerne, puisque ensuite à l'est nous avons la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a pour capitale Port Moresby et qui est en dehors de nos itinéraires. Et puis ensuite, eh bien, nous avons l'Australie plus au sud. Donc, si je considère l'Indonésie, nous avons Surabaya, nous avons Jakarta qui est la capitale et qui est sur l'île de Java, qui est l'île centrale, et la grande île sur la gauche de Java, eh bien c'est l'île de Sumatra. Beaucoup d'îles, comme vous pouvez le voir, dans cette partie du monde. Nous avons au-dessus les Philippines, comme vous pouvez le voir aussi, il y a des milliers d'îles aussi aux Philippines, et plus au nord, alors dans l'autre cercle, eh bien, nous avons une partie du Japon qui concerne ces deux itinéraires qui seront abordés un petit peu plus tard. Il y a donc les îles subtropicales du Japon qui vont de l'île de Kyushu à l'île de Taïwan en Chine traditionnelle, je dirais. Et ce sont des îles absolument fascinantes et qui n'apparaissent pas d'ailleurs sur la carte tant elles sont des confettis, si je puis dire. Et puis nous avons la partie du Japon assez originale aussi, qui est surtout concentrée sur l'île de Kyushu, l'île de Honshu, et puis sur la partie sud de Corée, puisqu'il y a une escale traditionnelle à Busan. Donc tout ceci nous permet de mieux voir. Je vais très vite, mais on pourrait passer des heures, bien sûr, sur cette carte de la partie du Pacifique occidental et de l'océan Indien oriental. Voilà, bon. Les itinéraires dont on va parler donc sont affichés à l'écran, et avant justement de vous parler précisément des itinéraires, on va essayer une deuxième vidéo, mais ça c'est une vidéo générale sur l'Asie. C'est parti.
Décidément, la technique ne veut pas de nous aujourd'hui. Hein, il y a des jours comme ça, c'est comme ça. Jean-Louis, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'avais du son et en une fois, j'ai plus eu de son. Donc, ouais. donc voilà. Il y avait plus de son, mais c'était pas tellement grave parce que la beauté des images nous a déjà séduits. Non, mais ce qui est important, en fait, c'est que on retrouve ces vidéos, évidemment, sur YouTube, mais également on va vous mettre des liens sur le chat. Mais en fait, celle-là, c'était l'Asie avec Ponant, l'autre, c'est avec le chef d'expédition Rio. On va vous mettre les liens, et je pense que je peux dire à Elisa Mathilde que dans le courrier de demain, je ne sais pas si on peut rajouter justement les liens des vidéos, ce serait très bien aussi, parce qu'elles sont très intéressantes, justement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier itinéraire à bord d'un Explorer, donc le Jacques Cartier. On a pour un départ le 31 octobre de cette année. On prend le temps, donc en 15 jours, 14 nuits à bord, de Bali jusqu'à Singapour. Et cet itinéraire est inédit en expédition tropicale, donc débarquement en Zodiac, balade en Zodiac et débarquement en Zodiac sur les différents endroits. À savoir également qu'il y a un autre départ sur le La Pérouse pour le Nouvel An. C'est le 28 décembre 2024 qui fait Singapour-Bali. Et donc là, on va visiter plusieurs sites justement classés UNESCO, Borobudur, le parc national d'Ujung Kulon, la ville historique de Malacca, les jardins botaniques de Singapour, avec 2 escales inédites, le parc national d'Ujung Kulon et les îles Mentawai également. Donc ça, c'est inédit. On essaye toujours de trouver justement des itinéraires un petit peu particuliers, avec une visite également sur AC qui a été connu en 2004 pour être un peu le point justement de base du tremblement de terre qui a fait le tsunami. Et donc, on va aller visiter également. Et je pense qu'on a également quelques images de cet itinéraire. Oui, ici nous avons une vue assez remarquable des rizières en terrasse de Bali. Bali, qui est le point de départ donc de cette croisière. Bali, il faut se souvenir qu'elle est surnommée l'île des dieux. C'est pas pour rien qu'elle est surnommée ainsi, car la beauté sauvage et domestiquée est tout à fait remarquable. Quand je dis sauvage, parce qu'il y a un remarquable volcan, terrible aussi, parce qu'il est en éruption assez souvent, sur l'île de Bali. Et c'est ce qui donne ce terrain, ce relief tout à fait mouvementé. Et justement, toute l'ingéniosité de l'individu, toute la recherche, eh bien, a permis aux habitants, déjà dans les temps très anciens, eh bien, d'établir des cultures en terrasse qui sont assez sophistiquées puisqu'elles retiennent l'eau. Et il faut maintenir dans chaque parcelle de culture un niveau d'eau assez stable, alors que la gravité serait censée nous retirer cette eau des terrasses. Tout à fait surprenant. Alors ce n'est pas qu'à Bali que l'on retrouve cette culture. Bali, par ailleurs, est tout à fait super par la richesse de ces temples, de cette culture essentiellement hindouiste. Il faut bien se souvenir, l'île est essentiellement hindouiste. C'est une particularité. Et si on passe à cette image ici, c'est tout simplement en témoignage de cette activité extraordinaire des volcans. Il y a une très très belle excursion au Gunung Bromo. Gunung, c'est le volcan, ni plus ni moins, et Bromo, c'est le nom de ce volcan en activité. Alors, lequel de ces cratères est le Bromo? C'est pas celui du fond, c'est celui qui est devant vous, à gauche, en bas, et qui fume, et qui est le Bromo. Il est assez célèbre, et en plus, on peut le visiter assez facilement, on peut y accéder assez facilement. Celui du fond,
Et le Semeru, lui, est beaucoup plus difficile d'accès puisqu'il est à 3600 mètres, à plus de 3600 mètres d'altitude. Il est aussi en activité. Tous ces volcans sont en activité. Ce sont des stratovolcans. C'est extraordinaire la concentration de cônes volcaniques qui se trouvent sur cette île de Java qui a été construite par la nature uniquement par l'activité volcanique. Bromo signifie Brahma. Brahma est le dieu de la création et ces visages, ces sourires que nous avons maintenant devant nous, c'est toute la grâce, c'est toute la beauté. Et dans le film que Frédéric vous présentait juste auparavant, eh bien, on a quelques gestes de ces ravissantes javanaises, je dirais, ici. Eh bien, elles sont tout à fait séduisante, c'est la délicatesse, c'est l'harmonie, c'est tout ce que un homme sage, c'est tout ce que l'espèce humaine de la sagesse peut rechercher, le doux regard, le sourire, l'amabilité, la délicatesse, les gestes, etc. C'est toute l'Asie. Ici, on est tout à fait séduit. Alors une autre, la mosquée justement sur Banda Aceh, sur Sumatra, Banda Aceh, la capitale et la plus grande ville de la province d'Aceh justement en Indonésie. Alors c'est une ville qui se reconstruit peu à peu, je le disais tout à l'heure, depuis le tsunami de 2004 et la reconstruction est quasiment achevée. Donc nous, avec Ponant, nous souhaitons également aller sur place pour aider justement les populations, les communautés locales. Cette mosquée est très impressionnante avec ses 4 tours, les 7 dômes, tour principale et des sols entièrement pavés de marbre italien également. Alors, on va partir sur une autre, parce que le temps passe, on va partir sur un autre itinéraire que moi personnellement j'ai fait en 2013 avec le Soleal et j'ai été, mais pour moi c'est l'un des plus beaux itinéraires que j'ai pu faire avec Ponant, la Bali Cairns. Pourquoi? Parce qu'elle est diversifiée en 16 jours, 15 nuits. C'est un départ le 1er novembre de cette année. Et pour moi, la diversité, enfin surtout quand on est arrivé sur Triton Bay, sur Asmat tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure de la Papouasie occidentale, et puis ensuite on arrive sur Cairns, sur l'Australie, Lizard Island, on arrive juste sur la pointe la plus au nord de l'Australie aussi. Enfin, les Moluques, etc. Je me souviens, c'est un endroit où la biodiversité est extrêmement importante. Il y a plus de biodiversité dans cette région des Moluques que sur la Grande Barrière de Corail. Je me souviens, c'était une naturaliste suisse qui m'avait dit ça, Katia Nicolet, et c'est très impressionnant en tout cas. Alors, ça c'est à bord d'un sister ship. Frédéric, je préfère aller sur un Explorer. Ben, très bien, il y a un Explorer qui y va aussi, mais ça, ce sera le 9 novembre. C'est le La Pérouse qui fait également la Bali Cairns. Donc, les rencontres avec les populations locales, le parc national de Komodo, la découverte des Moluques, donc le paradis naturel de la route des épices, la région d'Asmat également, et comme je le disais, les rencontres avec les populations locales, la découverte de leurs coutumes et de leur culture. Il y a des possibilités de baignade, de snorkeling aussi, puis des possibilités de plongée sous-marine, parce qu'il y a un moniteur de plongée à bord, ça c'est en supplément. Il vous faut un certificat médical et évidemment vos brevets de niveau 2 pour pouvoir faire ces plongées avec un moniteur expérimenté. C'est pour ça qu'il y a le petit logo plongée sous-marine. C'est une expédition tropicale. On vous a parlé tout à l'heure des dragons de Komodo. Tu veux en dire un mot peut-être, Jean-Louis? Oui. Magnifique. C'est un dragon. Le dragon en Asie est un phénomène assez sacré, bien sûr, mais là, ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un réel dragon, il crache pas du feu, hein, c'est tout simplement un gigantesque lézard. Je dirais un gigantesque lézard il fait quand même plus de 2 mètres, hein, c'est quand même quelque chose un animal devant lequel on est assez timide et on préfère, disons, s'éloigner pour multiples raisons. On revient sur Flores justement avec justement ces personnes là, le tissage traditionnel. Donc on va faire la visite de villages traditionnels, de leur marché également. Donc le centre du commerce du bois de Santal. On est à l'écart encore une fois des routes maritimes fréquentées, donc c'est bien d'aller également voir ces populations et faire ces expériences.
et également. D'autant plus qu'on arrive du côté de la Papouasie occidentale, très éloigné des grandes routes maritimes croisières, hein, si je puis dire. Et ici, bon, une très belle cascade, Kiti Kiti. C'est pas une cascade très monumentale, elle n'est pas très très haute, mais elle a la particularité de se jeter directement dans la mer. Ce sera pas la seule que nous verrons d'ailleurs sur ces itinéraires, mais dans un environnement assez extraordinaire. Là, on est presque dans la tête d'oiseau, si vous voulez, lorsque l'on regarde la géographie de la Papouasie occidentale, on a presque une tête d'oiseau qui est assez particulière, on la reconnaît assez facilement, et on est dans un petit creux du côté de la baie du Triton, et c'est pour ça que c'est assez joli, fascinant par la qualité des eaux. Ouais. Alors également, je vous disais des possibilités de plongée sous-marine. Bon, là, c'est une personne qui fait du snorkeling, du masque et tuba, mais il y a donc cette possibilité également. Et je vous disais une grande biodiversité du monde marin dans ces zones-là. Pour avoir fait récemment de la plongée avec Ponant, plongée bouteille, c'est vraiment bien organisé, très très bien encadré, et donc c'est des plongées entre 35 et 60 minutes selon un petit peu le site et l'expérience du plongeur et de sa consommation. Mais les moniteurs Ponant en tout cas sont top, et c'était vraiment une super expérience. Un autre itinéraire, un itinéraire inédit, l'héritage multiculturel et les îles de rêve entre la Malaisie et la Thaïlande. Donc là, on est sur du 9 jours, 8 nuits, Singapour à Singapour. Et nous sommes sur un départ du 20 décembre, donc qui prendra également Noël. Croisière inédite à la découverte des joyaux d'Asie du Sud-Est entre les cités mythiques et les îles paradisiaques. On vous rappelle qu'à partir de l'hiver 24-25, il y a toujours une excursion incluse par personne et par escale. Donc, et c'est important de préciser que l'ouverture des pré-réservations des excursions, c'est environ 2 mois avant le début de la croisière. Donc là, on est sur des sites classés de l'UNESCO, Penang, Malacca également, absolument superbe Malacca, tant de cultures différentes. Également les jardins botaniques de Singapour, et donc on visite 3 pays de l'Asie du Sud-Est, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. On a ici une image de Penang. Ici, on est à Penang. Ça représente une partie de Penang. Hein. Il faut bien se dire que Penang, c'est un comptoir britannique très très important. Les grands établissements, les 3 grands établissements britanniques du détroit de Malacca, avec Malacca et Singapour. Et Penang était le principal. Penang est une ville assez surprenante, fascinante même, parce il y a à peu près 41-42% de la population qui est chinoise, d'où cette influence qui se retrouve non seulement en Malaisie, mais également dans les autres régions de cette zone du Pacifique. Très forte population chinoise et une influence considérable. Ouais. On va parler également d'un peu la Thaïlande. Ici, on voit l'île de Koh Rok Nok sur la province de Krabi. On est dans le sud de la Thaïlande. Bon, vous connaissez tous Koh Lanta grâce à l'émission. Bon, on n'est pas très loin de cette île de Koh Lanta. Et on est dans la mer d'Andaman. C'est un endroit que je connais très bien parce que j'y étais très longtemps en voilier dans la mer d'Andaman. Et c'est absolument superbe comme endroit. Et je suis content que l'on y aille. Ah, là, on retrouve un personnage, si je puis dire, puisque c'est l'orang-outan, c'est l'homme des forêts, appelé par les Batak notamment. C'est un grand singe que l'on retrouve plus, du moins en péninsule de Malaisie, mais qu'on trouve encore à Bornéo et surtout à Sumatra. Sumatra est la partie ouest de ce détroit de Malacca. Et c'est un animal assez qui est triste presque à regarder. Il nous donne cette impression, et pourtant c'est un animal extrêmement intelligent pour un grand singe, hein, et malheureusement qui est en grande difficulté parce qu'on n'y porte pas l'attention nécessaire, malheureusement.
Alors ici, une image de Marina Bay à Singapour, le contraste avec les images qu'on a pu voir avant, surnommée la ville-jardin. C'est vrai que c'est un mélange insolite d'édifices néoclassiques et des tours contemporaines, donc image de Singapour. On va faire un autre itinéraire maintenant, qui est un Bali Phuket. Donc c'est dans un an, un départ le 10 février 2025. Encore une fois, on prend le temps, c'est 16 jours, 15 nuits. Croisière inédite, les joyaux de l'Asie du Sud-Est, les cités mythiques et les îles paradisiaques, toujours avec les excursions incluses également, les sites classés de l'UNESCO, Penang, Malacca, également l'ensemble bouddhique de Borobudur également, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, avec également les belles petites îles thaïlandaises dont je parlais tout à l'heure également. Là, on n'est pas en expédition, vous voyez le petit logo avec conférencier, c'est-à-dire que Jean-Louis ou l'un de ses collègues sera à bord pour vous donner toutes les informations sur cette destination. On va passer rapidement, Jean-Louis, parce qu'on a encore... Ouais. Voilà. Je dirais presque que c'est l'itinéraire presque que je préfère de par la grande variété. Et puis, on insiste beaucoup sur Borobudur et sur cet aspect de grande culture avant l'arrivée de l'influence musulmane, mais surtout ici on a une vieille tradition qui est celle du wayang, ces marionnettes essentiellement de cuir taillées dans la peau de buffle d'ailleurs, et qui racontent les histoires en relation avec le bouddhisme et l'hindouisme. Ouais. C'est fascinant. Alors ici, justement, tu parlais de Borobudur. Ici, c'est le plus grand monument bouddhiste au monde. Un projet monumental. Ça a épuisé 5 générations de Javanais au cours du siècle qu'ils mirent à l'édifier. Et donc c'est également un must, je dirais, à visiter également. Bon, les forêts de mangroves également. On va le passer rapidement. Et puis Phuket également, donc qui est également une très belle escale avec justement l'île de James Bond qui est pas très loin de ça. On va parler maintenant du Japon parce que le temps passe et le Japon justement avec cet itinéraire des îles subtropicales du Japon. Je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de faire un pré ou un post ou d'enchaîner, donc plusieurs croisières parce que c'est vrai que cet itinéraire est relativement court, en 8 jours 7 nuits et ça c'est du Japon jusque Taïwan. Avec le départ le 10 octobre à bord du Soleal. Il y a également un autre départ le 6 avril à bord d'un Explorer sur le Jacques Cartier qui fait Fukuoka, donc au Japon, jusque Taïwan. Croisière d'expédition unique à la découverte de sublimes paysages des îles subtropicales du sud du Japon. Les sites classés UNESCO, sanctuaires naturels à la biodiversité unique au monde. Beaucoup de paysages variés, également la possibilité de plongée sous-marine sur ce type d'itinéraire. Quelques images, on va passer rapidement Jean-Louis parce qu'on a encore un autre itinéraire à présenter. Oui, ouais, vas-y. Je passe assez rapidement sur les images. Donc des parcs nationaux, toutes ces visites, Zamami ici. On est parfois surpris par ce type de paysage. Au Japon, beaucoup de trésors naturels préservés et beaucoup de surprises dans les couleurs notamment et les paysages. Alors l'autre itinéraire, celui-ci en expédition tropicale, c'est le Japon, les sanctuaires naturels aux traditions séculaires en 9 jours 8 nuits. On a un départ le 18 avril de l'année prochaine. On a donc, comme je vous disais, presque 3 navires sur place, le Jacques Cartier, le La Pérouse et le Soleal sur cette région du monde. Et on a d'autres départs également entre Kagoshima, Osaka ou Osaka, Kagoshima, 18 avril ou 10 avril de cette année en 2024. Sites classés de l'UNESCO, notamment les sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki, puisque la découverte de l'histoire chrétienne est assez intéressante, japonaise, religion interdite pendant 3 siècles. Et puis on va faire au niveau de la navigation la traversée du détroit de Kanmon, le passage emblématique de la voie maritime de Kitamae également. Je te laisse commenter sur quelques images du Japon. Ouais, cette image est tout à fait remarquable parce qu'on y voit un jardin japonais enfin, et puis derrière, nous sommes à Kagoshima ici.
dans le sud de l'île de Kyushu. Et derrière, en arrière-plan, nous avons un volcan, encore un stratovolcan qui est juste dans la baie de Kagoshima, et c'est le volcan qui s'appelle Yakushima. C'est devenu une presqu'île. Avant, il était une île au milieu d'un immense cratère, et Kagoshima était tout simplement sur les bords de ce cratère aujourd'hui. Et depuis 1914, ce volcan est devenu une presqu'île tant la quantité de lave l'a fait rejoindre les bordures. Au Japon, bien qu'il y en ait également dans toute la région, en Corée du Sud également, la cérémonie du thé, vous aurez l'occasion justement de la vivre lors des différentes excursions, des temples également. Tu veux en parler? On est sur la Corée du Sud là. Ouais, ben c'est superbe. Ce temple est à Busan. Busan, qui est une ville extrêmement moderne avec des buildings très élevés, bien sûr, une effervescence dans les rues et dans les allées. Et puis, juste dans un coin de cette grande cité, il y a ce magnifique temple ici de Haedong Yongyuji, et c'est un temple bouddhiste. On a peu parlé des bouddhistes, hormis Borobudur, et au Japon, on a surtout le shintoïsme, qui est une particularité du bouddhisme aussi, mais qui est très attaché au Japon. Et là, en Corée, eh bien, on a cette présentation du bouddhisme Mahayana, le grand véhicule, si vous voulez. Et ce temple est tout à fait facile d'accès, et surtout, il est assez particulier et intéressant. Et là, on retourne au Japon avec le château d'Osaka, justement, cette absolument superbe, qui vous quittera pas les yeux. En tout cas, c'est un édifice qui est bien présent malgré la modernité, on va dire, de la ville d'Osaka. Un peu plus de sérénité à Osaka par rapport à Tokyo, grâce à ses situations géographiques le long de la côte pacifique. Et voilà, donc sur cette belle image avec les cerisiers du Japon. Si vous connaissez pas les navires Ponant rapidement, bon, sachez déjà que Ponant justement a gagné beaucoup de prix justement pour le tourisme plus durable, ce qui est à noter et à rappeler également. Ponant, qui est également la fondation Ponant, qui a été créée en 2018, prix des palmes du tourisme durable, certification Clean Ship, Super Clean Ship, enfin plusieurs. Et je pense que sur le site Ponant, vous avez beaucoup d'informations justement là-dessus. Les Sister Ships depuis 2010 avec l'arrivée du Boréal, l'Austral, le Lyrial, le Soleal, ce sont des navires vraiment prévus pour ce type d'expédition également. Quelques images de cabines, des cabines premier prix, le restaurant, le grill, le restaurant en buffet, le restaurant à la carte, le pont-piscine également, et puis les Explorers un petit peu plus petits avec le salon Blue Eye. Enfin, tous ces navires sont équipés de spa également, parce que ça fait du bien de se faire du bien à bord des navires. Donc vous avez, non mais c'est vrai, c'est important. Voilà, avec salon de coiffure, mais également manicure, pédicure, soins de visage, modelage, massage, et alors, quelques images également de l'intérieur du navire, le restaurant gastronomique de la Pérouse ici, la décoration, toujours la petite touche de Jean-Philippe Nuel, la piscine extérieure également avec la nage à contre-courant sous les étoiles, et puis quelques témoignages également de nos voyages en Asie. Alors le premier que je vois, c'est la croisière Japon. C'est vraiment une très belle croisière pour découvrir un peu ce formidable pays si différent du nôtre. On navigue la nuit, on visite pendant la journée, des longues escales, on essaye de le faire aussi. Et puis la très belle croisière au Japon avec l'Austral. Ponant propose des escales très bien organisées avec beaucoup de conférences et activités sur le bateau. Nous y sommes retournés 2 fois depuis pour continuer à découvrir ce magnifique pays, et je suis sûr qu'ils ne connaissent pas les îles subtropicales du Japon. Alors, allons-y. C'est sûr, c'est sûr. Alors, dans les avantages Ponant, l'offre de parrainage, donc là, vous êtes, que vous soyez parrain ou que vous soyez filleul, vous bénéficiez de 500 € de réduction. L'offre Ponant Yacht Club, donc ça, c'est dès que vous avez fait 2 croisières avec Ponant, vous pouvez déjà vous inscrire sur le Ponant Yacht Club et le site même Facebook du Ponant Yacht Club. Et donc, les clients fidèles bénéficient d'avantages exclusifs et de services privilégiés. Et si vous voyagez seul, j'ai pris des notes. Il y a pour l'instant 141 voyages sans aucun supplément single si vous voyagez seul.
J'en ai repéré 4 en Asie. Ce sont des départs assez proches parce que c'est vrai que c'est une destination qui fonctionne bien. Les 4 prochains départs, c'est un 12 nuits à partir du 4 mars, donc dans quelques semaines, dans 2 semaines, de la baie d'Along jusqu'à Okinawa. Vous pouvez la combiner avec une subtropicale du Japon de 7 nuits qui part le 16 mars du Japon à Taïwan. Il y a un départ le 6 avril également avec les éditions Talendier pour le Japon et Taïwan. Et puis le 27 avril, également un itinéraire inédit. Ça, c'est pour 2024, je pense également. Enfin, il y a plusieurs itinéraires qui sont justement prévus pour les personnes qui voyagent seules par choix ou pas. Dans les contacts clés, vous passez par votre agence de voyage si vous avez l'habitude de réserver avec votre agence de voyage ou bien par les conseillers de croisière Ponant. Vous avez réservation@ponant.com en adresse email. Vous avez les numéros de téléphone qui sont juste là. Et on refait un petit coucou aux agents de voyage. Voilà, nous les saluons au passage. Dans les réseaux sociaux, vous avez le Ponant Yacht Club, donc je vous en parlais sur Facebook avec votre numéro de client pour vous inscrire. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Ponant avec les actualités, le replay, etc. Donc si vous voulez voir des vidéos comme celle que nous avons essayé de vous montrer aujourd'hui, vous pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Ponant. Et puis sinon, on a mis également dans les liens juste à votre droite les liens pour voir ces vidéos aussi. Alors, nous allons venir près de chez vous, ou en tout cas au plus proche de chez vous. Nous irons en France, en Suisse, au Luxembourg. Donc, l'appel du large revient en 2024. À Paris, nous y serons 4 jours, du 11 au 14 mars. Au Luxembourg, du 26 au 28 mars. Donc, vous pouvez vous inscrire grâce au petit QR code là avec votre téléphone. Et comme ça, vous vous inscrivez sur l'un de ces rendez-vous où nous avons donc la direction, le commandant, les équipes Ponant, avec des animations immersives. Donc voilà, les interventions d'experts également. C'est toujours un beau moment. Vous savez, chez Ponant, on aime l'humain, donc on a envie de vous trouver, de vous retrouver et d'échanger avec vous. Et ce sont justement les occasions. Paris, Luxembourg, Genève, Nice, Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Marseille, c'est pas dans l'ordre, mais en tout cas, ce sont toutes les villes que nous allons visiter cette année et avant l'été. Donc, nous avons quelques questions, Jean-Louis. Alors, je regarde les questions. Quelle serait la meilleure période pour aller au Japon? Ça, c'est une belle question parce que, en plus, la réponse est tout à fait simple. On peut y aller toute l'année. Et tout dépend. Au Japon, on pourrait même dire qu'il y a les plus belles neiges au monde pour faire du ski, si je puis dire. Que ce soit sur l'île de Honshu ou sur l'île de Hakodate. Et sinon, eh bien, on peut visiter au printemps avec la fameuse période des cerisiers. Qui est très... Alors, au Japon, par contre, il faut bien prendre conscience qu'il y a toujours énormément de visiteurs sur tous les sites. Et par exemple, si on veut voir les cerisiers en fleurs, et les cerisiers en fleurs, il y a des milliers et des milliers de Japonais qui sont là en admiration devant les cerisiers. Mais toujours est-il que le Japon, on peut le visiter à toutes les saisons, tout dépend de l'intérêt que l'on veut y apporter. Pour les visites traditionnelles du Japon, là, il vaut mieux choisir les intersaisons, si je puis dire, pour éviter, entre autres, les fortes chaleurs de l'été. Oui. Alors, on a une autre question. Est-ce que les tensions politiques en mer de Chine n'impacteraient pas nos programmes? A priori, les tensions en mer de Chine existent depuis des décennies et des décennies, et en fait, elles n'affectent pas les programmes pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec une question, par exemple, de canal de Suez où la situation peut être délicate, notamment pour une fermeture. Là, en mer de Chine, la mer de Chine s'appelle la mer de Chine orientale du côté du Japon et les îles qui nous intéressent, les îles Ryukyu, ou alors en mer de Chine méridionale. Ça s'appelle toujours mer de Chine quelque part, même si les mers marginales, si je puis dire, la mer du Japon, la mer de Corée, etc. Mais les îles, il y a des disputes d'îles. Taïwan est déjà une dispute.
les îles Senkaku sont des disputes, mais ce sont des disputes qui, pour l'instant, se situent au niveau de la diplomatie. Ok, alors on a une autre question. Vous avez proposé ces itinéraires-là. Est-ce qu'on a également des voyages aux Philippines? Est-ce qu'on va également à Tokyo, à Kobe? Alors moi, je sais qu'on va aux Philippines. Ça, je le sais qu'on a des voyages. Et Oui, il y a des croisières aussi au Japon qui sont des croisières plus traditionnelles, hein, où on passe par Yokohama, où on visite aussi les grands sites comme Nara, comme Kyoto, ou même où on passe par le nord du Japon, à Kodate, ou du moins dans cette région-là. Il y a des croisières beaucoup plus traditionnelles que celles des deux itinéraires que nous avons vus juste auparavant. avec Hiroshima aussi, je me souviens de cette Hiroshima, ou Nagasaki aussi, qui est sur l'île de Kyushu, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est marquant. Hein. C'est marquant. Mm. Quelle météo pour les îles subtropicales au Japon? Si tu sais pas répondre, moi je pense avoir une idée pour en avoir parlé avec Rio. J'ai pas une idée précise parce que la seule chose qui m'a importé dans la préparation, c'était le fameux courant chaud qui part de la région tropicale et qui remonte le long des côtes de Chine et surtout sur cet archipel de Ryukyu. Et c'est un courant chaud et très favorable à la navigation qui radoucit. C'est pour ça qu'on appelle ces îles subtropicales, hein, ni plus ni moins. Oui. Donc, par contre, la pluie y est quasi permanente. Dans l'île du Nord, là, près juste au sud de Kyushu, la pluie, c'est, disons, tous les jours un petit peu. Oui. Merci Jean-Louis. Et de toute façon, les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, soit c'est Ambre-Marie ou Alex, ou alors on reviendra vers vous pour répondre à un maximum de ces questions justement. Alors, n'oubliez pas que demain, nous allons vous envoyer un mail pour avoir déjà la ligne du replay. Et puis également le quiz pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes. On a dit toutes les réponses aux questions. Hein, donc, on a bien fait attention de dire toutes les réponses aux questions parce que voilà, c'est stabiloté et tout. Donc, même si on a été un petit peu vite, on a quand même dit tout ça. Donc, dès demain après-midi, vous pouvez revoir cette conférence grâce au replay. Vous pouvez le partager avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Et puis, on fera une prochaine conférence au mois de juillet parce qu'on a le roadshow, donc on a l'appel du large pendant les prochains mois. Alors, seul le gagnant sera contacté par nos équipes. Et puis voilà, donc demain, vous allez avoir le mail. Vous avez jusqu'au lundi 19 février pour participer au quiz. Donc, vous dire merci. J'aimerais bien remercier Elisa, Manon, Mathilde, Ambre, Marie, Alex. Merci également aux équipes Ponant qui préparent tous ces itinéraires au bureau à Marseille et également à tous les équipages Ponant qui rendent ces voyages absolument exceptionnels par leur passion, par leur professionnalisme et par leur passion. Je pense que le mot passion résume beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à toutes les équipes Ponant que je salue et merci beaucoup à toi, Jean-Louis, également. C'est quand ton prochain embarquement? Oui, merci aussi. Le prochain embarquement est le 8 mars, dans pas très longtemps, sur le Dumont d'Urville, à Panama. Bon, très bien. Alors, je vous dis terima kasih, domo arigato, kampong kap, à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Faites de beaux voyages. Courez chez votre agent de voyage ou votre conseiller Ponant pour réserver ces beaux voyages. Merci à tous. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Merci.